Nous avons dépensé tes économies pour quelqu'un de mieux. Mon père l'a dit sans ciller. J'ai juste dit, mieux que moi. Mon nom est Avery Miller. J'ai 24 ans et je vis en ville. J'étais assise à table, les mains tremblantes sur mes genoux. L'air dans la salle à manger était épais et lourd. Nous étions tous là, maman, papa, mon frère Noah et grand-père. J'avais juste posé une simple question sur mon compte en banque. Je voulais juste savoir où était passé l'argent pour lequel j'avais travaillé depuis le lycée. Mon père ne me regarda pas. Il regarda un steak. Il le coupa calmement. Puis, sans élever la voix, il prononça la phrase qui brisa la pièce. Nous avons dépensé tes économies pour quelqu'un de mieux. Le silence fut instantané. Il était froid. Ma mère baissa les yeux sur son assiette, refusant de croiser mon regard. Noah se tortilla sur sa chaise, l'air coupable. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ma poitrine me faisait mal. Je regardais mon père, essayant de comprendre. Mieux que moi, murmurai-je. Il leva enfin les yeux. Ses yeux étaient vides. Il s'en fichait. Mais avant qu'il ne puisse parler à nouveau, une chaise racla le parquet, un son fort et aigu. Grand-père se leva. Son visage était rouge de colère. Il claqua la main sur la table et pointa un doigt tremblant vers mon père. Nomme-les, exigea grand-père, sa voix faisant trembler les murs. Dis-moi tout de suite qui est mieux que ta propre fille. Ce dîner fut la fin de ma famille telle que je la connaissais. Mais la trahison n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a commencé il y a des années, dans le silence. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où écoutez-vous? Mon nom est Avery Miller. J'ai 24 ans. J'ai appris très tôt que dans ma maison, le silence était la seule façon de survivre. Si j'étais silencieuse, je ne me faisais pas crier dessus. Si j'étais invisible, je ne décevais pas. Mon frère Noah était différent. Noah était le soleil. Mes parents gravitaient autour de lui comme des planètes. Si Noah éternuait, ma mère était là avec un mouchoir et une tasse de thé chaud. Si j'avais de la fièvre, on me disait d'arrêter de me plaindre et d'aller à l'école. Cela a commencé par de petites choses. Je me souviens d'avoir 7 ans. C'était un mardi. Je me suis réveillé affamé. L'odeur du bacon flottait dans les escaliers. Mon estomac grogna. Un bruit fort et vide dans la pièce silencieuse. Je me suis habillé rapidement, enfilant mon jean et un t-shirt qui devenait un peu trop serré. Je suis descendu, espérant un petit déjeuner chaud. Quand je suis entré dans la cuisine, la table était mise, mais il n'y avait que 3 assiettes. Mon père lisait le journal. Ma mère se tenait près de la cuisinière, retournant des crêpes. Noah était assis à table, mangeant déjà du bacon. « Bonjour », dis-je. Ma voix était petite. Mon père tourna une page du journal. Il ne leva pas les yeux. Ma mère me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oh, Avery, tu es levé. Prends une banane en sortant. Nous sommes en retard pour l'entraînement de football de Noah. » J'ai regardé les crêpes. J'ai regardé le bacon dans l'assiette de Noah. « Puis-je avoir une crêpe ?» demandai-je. « Il n'y a pas le temps », dit maman, glissant une crêpe fraîche et chaude dans l'assiette de Noah. Noah a besoin de son énergie. Il a un grand match. Mais j'ai faim, dis-je. Ne sois pas égoïste, Avery. Papa grommela derrière le journal. Ton frère est un athlète. Il a besoin de protéines. Mange juste des fruits. Je me suis dirigé vers le saladier de fruits. Les bananes étaient brunes et molles. Je n'en ai pas pris. J'ai juste attrapé mon sac à dos et je suis sorti. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus seul. Je me suis assise dans le bus seul. Mon ventre me faisait mal de faim toute la journée, mais je n'ai rien dit à personne. C'était la leçon. Noah avait besoin de choses. Je n'étais juste là. Au fur et à mesure que nous grandissions, l'écart entre nous devint un canyon. Noah était le prometteur. C'était la phrase que mon père utilisait. Noah montre tellement de promesses. J'avais des A partout à l'école. Je ramenais des bulletins avec des notes parfaites. Je les laissais sur le comptoir de la cuisine, espérant que quelqu'un les verrait,
espérant que quelqu'un dirait « Bon travail, Avery ». Il restait là pendant des jours. Finalement, il se couvrait de courriers, de tâches de café ou d'horaires sportifs de Noah. Finalement, je l'ai jeté moi-même à la poubelle. Noah obtenait parfois des D. Quand Noah ramenait une mauvaise note, c'était une crise. Mes parents s'asseyaient à table avec des visages sérieux. Le professeur n'explique pas bien, disait maman. Nous devons lui trouver un tuteur, décidait papa. Il a tellement de potentiel. Nous ne pouvons pas le laisser prendre du retard. Ils ont dépensé des centaines de dollars en tuteurs pour Noah, tuteur de mathématiques, tuteur d'anglais. Ils lui ont acheté un tout nouvel ordinateur parce que son ancien était trop lent pour étudier. Je faisais mes devoirs par terre dans ma chambre en utilisant un livre de bibliothèque que je devais renouveler 3 fois. J'ai appris l'algèbre toute seule parce que j'avais trop peur de demander de l'aide. Je savais quelle serait la réponse si je demandais. Débrouille-toi toute seule, Avery. Nous sommes occupés avec Noah. Je suis devenu le fantôme de ma propre maison. J'ai appris à préparer mes propres déjeuners parce que maman oubliait d'acheter des choses que j'aimais. J'ai appris à marcher jusqu'à l'école même sous la pluie parce que papa ne voulait pas faire de trajets différents et que l'école de Noah était dans l'autre direction. Je me souviens d'un hiver, j'avais 12 ans. Il neigeait fort, le vent était mordant. J'étais debout près de la porte, mon manteau zippé jusqu'au menton. Papa, ai-je appelé. Il était dans le salon en train de regarder la télévision. Quoi? Il neige très fort. Peux-tu me conduire à l'école? Il soupira. Un bruit fort et lourd qui me fit sentir que j'étais un fardeau juste d'exister. Il ne tourna même pas la tête. Le bus roule sous la neige, Avery. C'est bon pour toi. Ça forge le caractère. 10 minutes plus tard, je le vis chauffer la voiture. Je pensais que peut-être il avait changé d'avis. Mon cœur se souleva un peu. Je marchai vers la voiture. Recule, dit-il, agitant la main vers moi à travers la fenêtre. J'emmène Noah. Il a un projet à transporter. Il ne peut pas le prendre dans le bus. Je l'ai regardé partir. Les feux arrière disparurent dans la neige blanche. Je marchai jusqu'à l'arrêt de bus. La neige fondait dans mes bottes. Mes orteils s'engourdirent. Je pleurais, mais les larmes gelèrent sur mes joues. Je les essuyai avec colère. Je me promis de ne plus jamais pleurer pour eux. Ils ne me haïssaient pas. Cela aurait été plus facile. La haine est une passion. La haine demande de l'énergie. Ils ne s'en souciaient juste pas. J'étais un meuble. J'étais un personnage de fond dans le film de la vie de Noah. Au moment où j'ai eu 16 ans, j'avais arrêté de demander quoi que ce soit. J'ai arrêté de demander des trajets. J'ai arrêté de demander de l'argent pour des vêtements. J'ai arrêté de demander de l'amour. J'ai réalisé que si je voulais survivre, je devais le faire seul. Je devais être mon propre parent. Je devais être ma propre cheerleader. Je suis devenue dure. Je suis devenue silencieuse. Je les regardais verser leur amour et leur argent sur Noah. Et j'ai appris à ne rien attendre. Mais le silence dans la maison n'était pas paisible. Il était lourd. Il était rempli de choses non dites. Il était rempli de l'indifférence de mon père et des regards dédaigneux de ma mère. J'étais la colonne vertébrale invisible. Je faisais la vaisselle pour que maman ne se plaigne pas. Je pliais le linge pour que papa ne crie pas à propos du désordre. Je faisais fonctionner la maison pendant qu'il se concentrait sur Noah et il ne le remarquait jamais. Il supposait juste que la vaisselle se lavait toute seule. J'étais seul dans une maison pleine de monde. Et cette solitude était plus froide que la neige. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai trouvé un travail. Je n'ai pas demandé la permission à mes parents. Je suis juste entré dans un restaurant à 5 km de là et j'ai demandé un formulaire. La gérante était une femme gentille nommée Brenda. Elle a regardé mes chaussures, qui étaient usées, et mon manteau, qui était trop petit. « Êtes-vous prête à travailler le week-end » a-t-elle demandé. « Je travaillerai n'importe quand » ai-je dit. Soir, week-end, jour férié. « Vous êtes embauché » a-t-elle dit. Ce travail est devenu mon évasion. Ce n'était pas glamour. Je lavais la vaisselle. Je nettoyais les tables. Je sentais la graisse et le vieux café tous les soirs. Mais pour la première fois de ma vie,
Je me suis senti vu. Brenda remarquait quand je travaillais dur. Bon travail sur ces tables, Avery, disait-elle. Elle me glissait une part de tarte supplémentaire à la fin du service. Tu es une travailleuse acharnée, ma chérie. Tu iras loin. Ces mots étaient comme de l'eau pour une plante mourante. J'ai commencé à économiser chaque centime. Mes amis allaient au cinéma le vendredi soir. Ils achetaient de nouveaux jeans et allaient à des concerts. J'ai dit non à tout. Allez, Avery. C'est juste une nuit, disait mon amie Sarah. Je ne peux pas, lui ai-je dit. J'ai un service. Tu as toujours un service, disait-elle, déçue. Elle avait raison. J'avais toujours un service. Je travaillais au restaurant le week-end. Après l'école, je classais des papiers dans un bureau d'assurance locale. Pendant les étés, je faisais du babysitting pour 3 familles différentes. J'étais fatigué. Mes pieds me faisaient constamment mal. Mes mains étaient sèches et gerçaient à force de laver la vaisselle. Mais chaque vendredi, quand je recevais ma paie, je ressentais une étincelle de fierté. C'était mon argent. Je l'avais gagné. Personne ne me l'avait donné. Personne ne pouvait dire que je ne le méritais pas. Un soir, mon père est entré dans la cuisine pendant que je comptais mes pourboires. J'avais un pot de liquide sur la table. Il s'est arrêté et l'a regardé. Ses yeux se sont un peu écarquillés. C'est beaucoup de billets d'$1, a-t-il dit. C'est du restaurant, ai-je dit, continuant à compter. J'économise pour l'université et pour un appartement après. Il a tiré une chaise et s'est assis. Il était rare qu'il s'asseye avec moi. Tu sais, Avery, a-t-il dit, sa voix inhabituellement douce. Garder de l'argent liquide à la maison n'est pas sûr. Si on se fait cambrioler, c'est parti. J'ai fait une pause. J'allais ouvrir un compte en banque. Je peux t'aider avec ça, a-t-il dit. Il a souri. C'était un sourire que je n'avais pas vu me être adressé depuis des années. Ça m'a serré la poitrine. J'ai un compte à la banque principale de la ville. Je peux t'ouvrir un sous-compte. Je serai le dépositaire puisque tu es mineur, mais ce sera ton argent. Il sera en sécurité. Je l'ai regardé. Je voulais le croire. Je voulais croire qu'il veillait sur moi. Je voulais un père qui me protège. Tu promets que c'est mon argent, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-il dit, l'air offensé. Je suis ton père. J'essaie de t'enseigner la responsabilité financière. Tu travailles dur. Je respecte ça. Il me respectait. Ces mots m'ont accroché. D'accord, dis-je. D'accord, papa. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. J'ai remis mon pot de liquide. J'ai remis mes fiches de paie. Nous avons ouvert le compte. Pendant les 7 années suivantes, ce compte a été ma bouée de sauvetage. Je n'ai pas arrêté de travailler. Tout au long du lycée, puis de l'université, j'ai travaillé. Je suis allé à une université d'État parce que c'était moins cher. Même si j'étais accepté dans de meilleures écoles, je ne voulais pas contracter d'énormes prêts. Mes parents ont payé pour que Noah aille dans une université privée hors de l'État. Ils ont payé pour son dortoir, son forfait repas, ses cotisations de fraternité. Ils lui ont acheté une voiture pour son diplôme. Il a besoin de créer un réseau, disait papa, il a besoin d'établir des contacts. Je prenais le bus pour mes cours. Je préparais des sandwichs au beurre de cacahuète. Je travaillais de nuit dans une bibliothèque à classer des livres. Chaque mois, je déposais de l'argent sur le compte que mon père m'avait aidé à ouvrir. Je regardais le nombre grandir. 5 000, 10 000, 15 000. Au moment où j'ai eu 23 ans, j'avais économisé près de $35 000. C'était mon fonds pour la liberté. C'était l'argent que j'allais utiliser pour déménager, pour payer un acompte sur un petit appartement, pour enfin commencer ma vraie vie loin du silence de ma maison d'enfance. C'était un symbole de chaque service que j'avais fait pendant que Noah faisait la fête. C'était chaque film que j'avais manqué. C'était chaque paire de chaussures que je n'avais pas achetées. J'ai fait confiance à mon père. Je pensais que malgré tout, malgré la négligence, le favoritisme, la froideur, il y avait une limite qu'il ne franchirait pas. Je pensais qu'il respectait mon travail.
Il me voyait quitter la maison à 6 heures du matin et rentrer à 22 heures. Il savait que j'étais une idiote. La famille ne m'a jamais demandé comment je m'en sortais. Ils ne m'ont jamais demandé pourquoi j'avais l'air si fatigué. Ils ne m'ont appelé que quand ils avaient besoin de quelque chose. Avri, peux-tu venir promener le chien? Nous allons rendre visite à Noah. Avri, as-tu pensé à envoyer une carte à mamie? Avri, prends du lait en venant. J'ai tout fait. J'ai maintenu la paix. J'ai continué à travailler. Et j'ai continué à économiser, plaçant ma confiance en un homme qui ne l'avait jamais mérité. C'était un mardi soir de novembre. Il pleuvait encore. Comme ce jour-là, j'attendais la voiture qui ne venait jamais. Je vivais dans un minuscule studio en ville. C'était à peine un placard. Le radiateur cognait et sifflait. La fenêtre cliquetait au vent, mais c'était la mienne. Je payais le loyer avec mon emploi actuel de jeune rédactrice. Ce n'était pas un excellent emploi, mais c'était un début. J'étais assise sur mon futon d'occasion, mon ordinateur portable ouvert sur mes genoux. Je regardais des annonces immobilières. J'avais enfin décidé de le faire. J'allais utiliser mes économies pour un acompte sur un vrai appartement, un endroit avec une porte de chambre, un endroit avec une cuisine qui ne se trouvait pas dans le salon. J'ai ressenti un frisson d'excitation. J'avais 35 000 $. C'était suffisant. D'accord, me murmurai-je. Vérifions le chiffre exact. J'ai navigué vers le site web de la banque. J'ai tapé mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Mes doigts connaissaient le rythme par cœur. La page se chargea. La petite roue bleue tourna. Puis les chiffres apparurent. Je fixai l'écran. Je clignai des yeux, sûr que mes yeux étaient fatigués. Je me penchai plus près. Solde disponible, 42,15 $. Mon cœur s'arrêta. Littéralement arrêté. J'ai senti une vague de froid déferler sur mon corps, partant de mon cuir chevelu et se précipitant jusqu'à mes orteils. Non, dis-je à voix haute. Non, c'est un bug. J'ai appuyé sur le bouton d'actualisation. La roue tourna de nouveau. Solde disponible. 42,15 $. Mes mains commencèrent à trembler. Je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé à l'estomac. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. L'écran se remplit de lignes de texte rouges. Retrait, virement, paiement, virement vers Chase Checking, 5 000 $ le 12 août. Paiement, University Bercé, 8 500 $ le 1er septembre. Retrait, Best Buy, 2200 $ le 15 septembre. Virement vers Chase Checking, 4 000 $ le 2 octobre. La liste continuait pendant des mois. Quelqu'un avait systématiquement, délibérément, vidé mon compte. J'ai regardé les dates. 1er septembre, University Bercé, c'était un paiement de frais de scolarité, mais je n'étais pas à l'école. J'avais obtenu mon diplôme il y a 1 an. Noah était à l'école. Noah commençait sa maîtrise. Best Buy, 2200 $, un ordinateur portable, une télévision. Ma tête tournait. J'avais la nausée. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi à sec au-dessus des toilettes, mais rien n'est sorti, juste de la bile et de la panique. Je suis retourné précipitamment à l'ordinateur. J'ai regardé l'autorisation, autorisée par le dépositaire Robert Miller, mon père. Il n'avait pas été piraté. Il n'avait pas fait d'erreur. Il avait fait ça. Je suis resté assise là dans l'appartement sombre, la lumière de l'écran de l'ordinateur portable éclairant mon visage horrifié. Il l'a volé. Il a volé mes emplois de classement. Il a volé mes services de plonge. Il a volé mes week-ends. Il a volé mes orteils gelés et mes mains gercées. Il a pris 7 ans de ma vie et l'a donné. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé son numéro. Il a sonné et sonné. Allô, sa voix était décontractée. Il regardait probablement la télévision. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée. Allô, il y a quelqu'un, a-t-il demandé. J'ai raccroché. Je ne pouvais pas faire ça par téléphone. Si je lui parlais maintenant, je crierais jusqu'à ce que ma voix se brise. J'avais besoin de le voir.
J'avais besoin de voir son visage quand je lui demanderais pourquoi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise sur une chaise près de la fenêtre, regardant la pluie. J'avais l'impression d'être à nouveau cette petite fille, attendant une voiture. Mais cette fois, je n'allais pas pleurer. Le choc s'estompait. La douleur s'estompait. Quelque chose d'autre prenait sa place. Une colère froide et dure, une rage qui s'était accumulée pendant 20 ans. J'ai imprimé chaque page de l'historique des transactions. L'imprimante a bourdonné dans la pièce silencieuse, page après page de vol. Je les ai mises dans un dossier. Je rentrais chez moi. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents samedi. Le ciel était gris et lourd. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Quand je suis entré dans l'allée, j'ai vu la voiture de Noah. Il était à la maison pour le week-end. Bien sûr, il l'était. J'ai marché jusqu'au chemin d'entrée. La maison avait le même aspect que d'habitude. Pelouse parfaitement entretenue, la couronne sur la porte, la photo d'une famille heureuse. J'ai utilisé ma clé et je suis entré. Avri, tu arrives juste à temps pour le déjeuner. Maman m'appela de la cuisine. Sa voix était joyeuse. Elle ne savait pas. Je suis entré dans la cuisine. Maman préparait des sandwichs. Papa était assis à table. Noah était là aussi. Et voilà. Posé sur la table devant Noah se trouvait un tout nouvel ordinateur portable argenté et élégant. Il avait l'air cher. Haut de gamme. Noah leva les yeux et sourit. Salut, Ave, regarde cette bête. Papa me l'a acheté pour le programme de maîtrise. La carte graphique est incroyable. J'ai regardé l'ordinateur portable. 2200 $. J'ai reconnu le prix sur mon relevé bancaire. J'ai regardé mon père. Il mâchait un cornichon, l'air calme, l'air détendu. Sympa, dis-je. Ma voix me semblait étrange. Plate. Ça a l'air cher. Nous voulons que Noah ait les meilleurs outils, gazouilla maman, posant une assiette de sandwich sur la table. Assieds-toi, ma chérie. Mange. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenue près de la porte. J'ai serré mon sac à main où le dossier était caché. Noah, dis-je, peux-tu nous accorder une minute? J'ai besoin de parler à maman et papa. Noah fronça les sourcils. Nous déjeunons maintenant, dis-je. Je n'ai pas crié, mais il y avait quelque chose dans ma voix qui fit que Noah arrêta de mâcher. Il regarda papa. Papa soupira. Avri, ne commence pas le drame. Assieds-toi. Je ne m'assieds pas, dis-je. Noah, s'il te plaît, quitte la pièce. Noah leva les yeux au ciel, attrapa son sandwich et sortit. N'importe quoi, bizarre. Quand il fut parti, la pièce redevint silencieuse. Le réfrigérateur ronronnait. J'ai regardé mon père. J'ai vérifié mon compte mardi. Il ne broncha pas. Il n'eut pas l'air surpris. Il prit juste une autre bouchée de son sandwich. Et il dit, et il est vide. 35 000 $, dis-je. Parti. Maman cessa d'essuyer le comptoir. Elle se retourna lentement. Elle n'eut pas l'air choquée non plus. Elle eut l'air agacée. Ce n'est pas parti, Avri, dit papa, s'essuyant la bouche avec une serviette. Ça a été utilisé. Utilisé, répétai-je. Utilisé pourquoi? Je ne l'ai pas dépensé. Nous l'avons utilisé, dit papa. Il le dit si simplement, comme s'il avait emprunté une tasse de sucre. Vous l'avez volé, dis-je. Surveille tonton, claqua-t-il, son visage s'assombrissant. Je n'ai rien volé. Je suis le dépositaire de ce compte. C'est de l'argent de famille. C'est mon argent, hurlai-je. Ma voix se brisa. J'ai travaillé pour ça. J'ai lavé la vaisselle. J'ai classé des papiers. J'ai tout manqué pour économiser cet argent. Et nous en avions besoin, intervint maman. Elle s'approcha et se tint à côté de papa. Un front uni. Les frais de scolarité de Noah pour la maîtrise étaient plus élevés que prévu, et il avait besoin de fournitures. Cet ordinateur, ai-je demandé, montrant la chaise vide où Noah était assis.
Vous lui avez acheté un ordinateur avec mon argent? Vous avez payé ses frais de scolarité avec mes économies. Il a un avenir, Avery. Papa claqua la main sur la table. Il va être ingénieur. Il a besoin d'opportunités. Il a besoin d'un coup de pouce. Et moi, demandai-je. N'ai-je pas besoin d'un avenir? N'ai-je pas besoin d'un foyer? Papa me regarda avec un air de pur dédain. Toi, ricana-t-il. Tu es une survivante, Avery. Tu l'as toujours été. Tu sais comment te débrouiller. Tu vas déjà bien. Tu as un travail. Tu as ce petit appartement. Tu n'as pas besoin de l'aide de Noah. Je le fixais. C'était la vérité. À leurs yeux, ma force était ma punition. Parce que j'étais capable. Parce que je ne me plaignais pas. Parce que je prenais soin de moi. Je ne méritais rien. Et parce que Noah était nécessiteux, parce qu'il était l'enfant prodige, il méritait tout, même le sang de mes veines. J'économisais pour une maison, dis-je doucement. Tu peux attendre, dit maman de manière dédaigneuse. Tu es jeune. Tu peux économiser à nouveau. Soutiens ton frère. Ne sois pas si gourmande. Gourmande. J'avais porté le même manteau d'hiver pendant 5 ans. J'avais mangé des nouilles instantanées pour pouvoir économiser 5 $, et il m'appelait gourmande. Quelque chose en moi se brisa. Ce n'était pas un claquement fort. C'était un clic final silencieux, comme une serrure qui tourne. Je les regardais. Je les regardais vraiment. Ce n'étaient pas mes parents. C'étaient des voleurs. C'étaient des étrangers qui avaient vécu dans ma maison. Vous pensez que c'est bien, demandai-je. C'est fait, dit papa. Arrête de faire une scène. Assieds-toi et mange ton sandwich. Je regardais le sandwich. Je regardais mon père. Non, dis-je. Je me retournai et je sortis de la cuisine. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à ce que nous t'aidions quand tu échoueras, cria papa derrière moi. Je ne m'arrêtai pas. Je sortis par la porte d'entrée. Je montai dans ma voiture. Je ne pleurais pas. J'en avais fini de pleurer. J'ai conduit directement au seul endroit où je savais que je serais entendu. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père. La guerre avait commencé. Et il n'avait aucune idée de qui il combattait. Il pensait qu'il combattait la discrète, invisible Avery, la fille qui se faisait petite. Mais cette fille avait disparu. Ils avaient volé son argent, mais ils lui avaient donné quelque chose d'autre. Ils m'ont donné une raison de tout brûler. J'étais assise dans ma voiture au bout de la rue, le moteur au ralenti. La pluie battait contre le toit. Un rythme incessant, assourdissant, qui correspondait au battement dans ma poitrine. Mes mains serraient le volant si fort que mes doigts étaient engourdis. Je fixais le pare-brise, les essuie-glaces balayant de gauche à droite, étalant les lumières de la rue en traînées floues de jaune et d'orange. Je venais de les quitter. Je venais de sortir de ma maison d'enfance après avoir appris que mes économies de toute une vie, 7 ans de sueur, de fêtes manquées et de repas bon marché, avaient disparu, volées, utilisées pour acheter un ordinateur portable à un frère qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. J'aurais dû m'éloigner en voiture. J'aurais dû être à mi-chemin de l'autoroute, mettant le plus de kilomètres possible entre moi et les personnes qui se disaient mes parents. Mais je ne pouvais pas bouger. Une pensée froide et terrifiante m'avait enraciné sur place. Il n'avait pas seulement mon numéro de compte bancaire. Mon père était le dépositaire du compte. Oui, c'est ainsi qu'il avait vidé les fonds, mais ils avaient tout le reste aussi. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le tiroir des affaires administratives dans la cuisine. C'était le 3e tiroir en bas à gauche, à côté du réfrigérateur. C'est là que ma mère gardait les menus à emporter, les piles de rechange et la lampe de poche qui ne marchait jamais. Mais au fond de ce tiroir, dans un organiseur métallique, se trouvaient les documents essentiels de la famille. Mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, mon passeport, l'acte de propriété de ma voiture, qui était techniquement à mon nom, mais stocké là pour être conservé en sécurité. S'ils se sentaient en droit de prendre mon argent, s'ils pouvaient me regarder dans les yeux et dire qu'ils avaient dépensé 35 000 $ parce que personne n'en avait besoin, à quoi d'autre se sentaient-ils en droit? Mon estomac se tordit.
J'ai ressenti une vague de nausée si forte que j'ai dû baisser la vitre et aspirer l'air froid et humide. Vol d'identité. Les mots flottaient dans mon esprit. Habituellement, on s'inquiète des étrangers. On s'inquiète des pirates informatiques dans une pièce sombre quelque part à l'autre bout du monde. On ne s'inquiète pas des gens qui vous ont appris à faire vos lacets. Mais ils avaient déjà prouvé qu'ils ne me considéraient pas comme une personne. Ils me considéraient comme une ressource. J'étais un actif à liquider quand celui qui était prometteur avait besoin de quelque chose. Si je laissais ces documents-là, qu'est-ce qui les arrêterait? Quand l'argent manquerait et il manquerait parce que Noah était impuissant fond de besoin, que ferait-il ensuite? Ouvrir une carte de crédit à mon nom, contracter une ligne de crédit, louer une voiture. J'ai regardé la maison au bout de la rue. La lumière du porche était allumée. Le scintillement bleu de la télévision brillait à la fenêtre du salon. Ils étaient là-dedans, probablement en train de finir leur déjeuner, probablement en train de se plaindre de mon côté dramatique. Ils se sentaient en sécurité. Ils pensaient que j'étais parti. Je ne pouvais pas partir, pas sans mon identité. J'ai mis la voiture en marche avant, mais je n'ai pas allumé mes phares. J'ai laissé la voiture avancer lentement, avançant pas à pas vers l'allée. Je ne voulais pas qu'ils entendent le moteur. Je me suis garé dans la rue juste après le bord de notre pelouse, caché derrière le grand chêne qui poussait sur la propriété des voisins. J'ai coupé le contact. Le silence à l'intérieur de la voiture fut soudain et lourd. J'ai ouvert la portière et je suis sorti sous la pluie. Je n'avais pas de capuche. Je m'en fichais. L'eau froide a immédiatement trempé mes cheveux, coulant le long de mon cou et dans mon col. Cela m'a ancré. Cela m'a réveillé. J'ai marché jusqu'à l'allée, évitant la brique lâche sur le chemin qui claquait toujours bruyamment quand on marchait dessus. Je connaissais chaque bruit que faisait cette maison. Je savais quelle planche grinçait. Je savais comment tourner la poignée de porte pour que le loquet ne clique pas. J'avais passé 20 ans à essayer de me déplacer dans cette maison sans être remarqué, sans perturber la paix, sans attirer l'attention sur moi. Maintenant, cet entraînement allait me sauver. J'ai atteint la porte d'entrée. J'ai sorti mes clés de ma poche. Ma main tremblait, les clés métalliques tintaient doucement. J'ai serré ma main dessus pour étouffer le bruit. J'ai pris une profonde inspiration. Juste prendre les papiers. Prendre les papiers et partir. J'ai glissé la clé dans la serrure. Je l'ai tournée lentement. Clic. J'ai poussé la porte. La maison était chaude. Elle sentait le rôti et le polish au citron. L'odeur d'une maison heureuse. Ça me donnait envie de crier. C'était un mensonge. Cette maison n'était pas un foyer. C'était un coffre-fort où j'étais la monnaie. J'entendais la télévision. Elle était forte. Un rire enregistré d'une sitcom retentissait depuis le salon. Passe le popcorn, j'ai entendu mon père dire. Sa voix était détendue, lourde. Tu as mis assez de beurre dessus, demanda Noah. Bien sûr, répondit ma mère. Je l'ai fait juste comme tu l'aimes. Il mangeait du popcorn. Il regardait la télévision. Il y a 10 minutes, j'étais debout dans la cuisine, tremblante, réalisant que j'étais démunie, et ils étaient juste passés à la collation. La rage qui s'enflamma dans ma poitrine était blanche et brûlante. Elle brûla la peur. Comment osait-il? Comment osait-il être si à l'aise? J'ai enlevé mes chaussures mouillées pour ne pas grincer sur le parquet. Je me suis déplacé en chaussettes, un fantôme dans ma propre maison. Je me suis faufilé dans le couloir, longeant le mur. La cuisine était à gauche, le salon à droite. Les lumières de la cuisine étaient éteintes, ce qui était parfait. Je me suis glissé dans la cuisine. C'était gris et ombragé, éclairé seulement par la lumière indirecte du couloir et la faible lueur du lampadaire extérieur. Je me suis dirigé vers le tiroir, le troisième en partant du bas, côté gauche. J'ai attrapé la poignée. J'ai tiré. Squeak. Le son était comme une sirène dans la cuisine silencieuse. Je me suis figé. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. Qu'est-ce que c'était? La voix de maman coupa les rires de la sitcom. J'ai cessé de respirer. Je me suis pressé contre le réfrigérateur, me faisant aussi plate que possible. Quoi? Demanda papa.
J'ai entendu un bruit dans la cuisine. Probablement la machine à glaçons, dit papa d'un ton dédaigneux. Ou le vent. Il y a une tempête dehors, Linda. Détends-toi. Je ne sais pas. Maman hésita. Ça ressemblait à un tiroir. Qui ouvrirait un tiroir? Papa rit. Avery est partie. Elle est allée bouder dans son petit appartement. Personne n'est ici. Regarde le film. Avery est partie. Elle est allée bouder. C'est ce qu'il pensait. Que ma dévastation n'était qu'une crise de colère. Que ma ruine financière n'était que moi qui était difficile. J'ai attendu 5 secondes complètes. 1, 2, 3, 4, 5. Quand les rires de la télévision ont repris, j'ai ouvert le tiroir jusqu'au bout. J'ai regardé à l'intérieur. C'était un désordre. De vieux élastiques. Des coupons pour des pizzerias qui avaient fait faillite il y a des années. Des stylos cassés. J'ai fouillé dans le fouillis. Mes mains bougeaient vite. J'ai trouvé l'organisateur métallique au fond. J'ai feuilleté les dossiers. Assurance automobile, acte de propriété de la maison, garantie là, une enveloppe bleue. Je l'ai ouverte. Mon acte de naissance. Le sceau en relief était rugueux sous mon pouce. Ma carte de sécurité sociale était agrafée dessus. Mon passeport était en dessous. Je les ai pris. Je les ai fourrés dans mon sac à main, les enfouissant profondément. D'accord, je les ai. Je suis en sécurité. J'étais sur le point de fermer le tiroir. J'étais sur le point de partir, mais alors je l'ai vu. Rangé tout au fond derrière l'organisateur, à plat contre le fond du tiroir, se trouvait un dossier cartonné. Il avait l'air plus neuf que les autres. L'onglet était net et il portait mon nom. Rénovation Avery. J'ai froncé les sourcils. Rénovation. Je ne rénovais rien. Je louais un studio. Je ne pouvais même pas peindre les murs sans perdre ma caution. La curiosité, froide et acérée, me piqua au cou. Je ne devrais pas y toucher. Je devrais partir. J'avais mes papiers d'identité. Je devrais partir, mais je ne pouvais pas. J'ai tendu la main et j'ai sorti le dossier. Je l'ai tenu à la faible lumière venant de la fenêtre. Je l'ai ouvert. C'était une demande de prêt. Un document bancaire d'un prêteur que je reconnaissais. Un prêteur prédateur, le genre qui envoie des courriers indésirables avec des taux d'intérêt élevés. J'ai scanné la page. Nom du demandeur, Avery Marie Miller. Numéro de sécurité sociale, mon numéro. Emploi, rédactrice junior. Revenu annuel, 48 000 $. Ils avaient rempli toutes mes informations correctement. Ils avaient utilisé mes vieilles fiches de paie, qui étaient probablement encore dans mon ancienne chambre, pour vérifier mes revenus. J'ai regardé le montant du prêt. Montant demandé, 50 000 $. Objet du prêt, amélioration de l'habitat à consolidation de dette. 50 000 $. Mes genoux faillirent lâcher. J'ai dû attraper le comptoir pour rester debout. 50 000 $. C'était plus que ce que je gagnais en un an. C'était une dette qui m'écraserait. C'était une dette qui signifierait que je n'achèterais jamais une maison, que je n'aurais jamais une nouvelle voiture, que je n'échapperais jamais au cycle de la pauvreté. J'ai tourné la page. Statut, approuvé. En attente de signature finale. Ils avaient été approuvés. La banque était prête à envoyer le chèque. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était la signature. J'ai regardé le bas de la dernière page. Il y avait une ligne de signature. Et là, à l'encre bleue, se trouvait une signature. Avery Miller. Je la fixais. Elle ressemblait à ma signature. Vraiment. Mais la queue du Y était trop recourbée vers le haut. J'ai recourbé la mienne vers le bas et le A était trop bouclé. C'était l'écriture de ma mère. Je l'avais vue s'exercer à l'écriture auparavant. Elle s'exerçait à la calligraphie pour les invitations de mariage. Elle était douée pour copier les styles. Elle avait falsifié ma signature. Ce n'était pas juste du vol. Ce n'était pas juste emprunter de l'argent d'un compte d'épargne auquel mon père avait accès. C'était un crime. C'était un crime grave.
Ils ne prenaient pas seulement ce que j'avais économisé. Ils vendaient activement mon avenir. Ils allaient prendre ces 50 000 $, probablement les donner à Noah ou les utiliser pour payer leurs propres dettes et me laisser la facture. Ils allaient me laisser faire défaut. Ils allaient laisser mon score de crédit s'écraser et brûler. Ils allaient me ruiner complètement et totalement juste pour que leur enfant prodige soit à l'aise. J'ai senti une larme couler sur ma joue, mais ce n'était pas une larme triste. Elle était chaude. Elle était en colère. La trahison a finalement touché le fond. Je pensais avoir touché le fond quand j'ai vu le compte bancaire vide, mais ce n'était que la surface. Cela c'était le fond. Ils ne m'aimaient pas. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. On n'endette pas quelqu'un qu'on aime à vie. On ne vole pas leur nom. On ne commet pas un crime contre eux en mangeant du popcorn dans la pièce d'à côté. C'étaient des prédateurs et j'étais la proie. J'ai fermé le dossier. Mes mains tremblaient, mais non plus de peur, mais d'adrénaline. Je n'allais pas laisser ça ici. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai pris une photo du tiroir. J'ai pris une photo du dossier posé dans le tiroir. J'ai pris une photo de la signature falsifiée. Puis j'ai mis le dossier dans mon sac à main juste à côté de mon acte de naissance. J'ai fermé le tiroir. Je me fichais qu'il grince cette fois. Squeak. Ça y est encore, dit maman. Robert, va vérifier la cuisine. Bien. Bien. Papa grommela. J'entendis le fauteuil inclinable se refermer. J'entendis ses pas lourds s'approcher du couloir. Je ne courus pas. Je me déplaçai rapidement, silencieusement, vers la porte arrière, la porte vitrée coulissante qui menait au patio. Je la déverrouillai. Je l'ouvris juste assez pour me faufiler. L'air froid me frappa à nouveau. Je sortis sur le patio. Je refermai la porte derrière moi, la laissant déverrouiller. Je me pressai contre le mur de briques de la maison, debout dans l'obscurité sous la pluie. À travers la vitre, je vis la lumière de la cuisine s'allumer. Mon père entra dans la pièce. Il regarda autour de lui. Il avait l'air agacé. Il ouvrit le réfrigérateur et attrapa une bière. Il regarda le tiroir des affaires administratives. Il ne l'ouvrit pas. Il éteignit la lumière et retourna au salon. Rien, Linda, l'entendis-je dire. Juste le vent qui fait claquer la porte coulissante. Elle était déverrouillée. Je l'ai verrouillée. Je restai là sous la pluie pendant une minute complète, serrant mon sac à main contre ma poitrine. J'avais les preuves. J'avais la vérité. Ils pensaient m'avoir dépouillé. Ils pensaient avoir tout pris. Mais ils avaient fait une erreur. Ils étaient devenus gourmands et ils avaient laissé une trace écrite. Je suis retourné à ma voiture, la boue crissant sous mes chaussettes. Je me fichais de mes chaussures laissées près de la porte d'entrée. Ils pouvaient les garder. Je suis monté dans ma voiture. J'ai jeté le sac à main sur le siège passager comme si c'était une arme. J'ai démarré le moteur. J'ai allumé les phares. Les faisceaux ont percé l'obscurité. Je ne retournais pas à mon appartement. Je n'allais pas me cacher sous mes couvertures et pleurer. J'ai mis la voiture en marche avant. J'avais un autre endroit où aller. Quelqu'un qui avait besoin de voir ça. Quelqu'un qui connaissait la loi mieux que quiconque. J'allais chez grand-père et j'apportais la tempête avec moi. Le trajet jusqu'à la maison de grand-père Arthur prenait habituellement 40 minutes. Cette nuit-là, je l'ai fait en 30. J'ai conduit avec une concentration singulière. La pluie tombait toujours à verse, mais je l'ai à peine remarqué. Mon esprit s'emballait, rejouant l'image de cette signature, Avery Miller, écrite de la main de ma mère. C'était l'ultime violation. Mon nom, le nom qu'il m'avait donné, était utilisé comme un outil pour creuser ma tombe. Grand-père vivait dans une vieille maison coloniale en briques à la périphérie de la ville. C'était une maison qui lui ressemblait. Solide, intimidante et construite pour durer. Il vivait seul maintenant. Depuis que grand-mère est décédée il y a 5 ans, il était un juge de la Cour supérieure à la retraite. En grandissant, il m'avait terrifié. Il était strict. Il ne tolérait pas les absurdités. Il ne faisait pas de chichi. Mais il était juste. Si Noah enfreignait une règle, Noah était puni. Si j'enfreignais une règle,
j'étais puni. Grand-père ne se souciait pas que Noah soit un garçon ou qu'il soit prometteur. La justice pour grand-père était aveugle. Je suis entré dans son allée de gravier, les pierres crépitant bruyamment sous mes pneus. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans le bureau. Il était réveillé. Il était toujours réveillé. J'ai attrapé mon sac à main, le protégeant de la pluie avec mon corps, et j'ai couru vers le porche. J'ai frappé à la lourde porte en chêne. Bang, bang, bang. Grand-père, hurlai-je. Grand-père, c'est Avery. J'ai attendu. J'ai entendu le lourd verrou se défaire. La porte s'est ouverte. Grand-père se tenait là. Il portait sa robe de chambre bleu foncé et ses lunettes de lecture étaient posées sur le bout de son nez. Il m'a regardé. Cheveux mouillés collés à mon visage, tremblante, les yeux fous, serrant mon sac à main comme une bouée de sauvetage. Il n'a pas eu l'air surpris. Il a eu l'air inquiet. Avery. Sa voix était profonde comme du gravier roulant dans un tambour. Il est 22 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin d'aide, me suis-je étouffé. Je crois qu'un crime a été commis. Les yeux de grand-père se sont instantanément aiguisés. L'inquiétude a disparu, remplacée par l'intensité attentive d'un juge prenant son siège. Il a reculé et a ouvert grand la porte. Entre, a-t-il ordonné. À l'abri de la pluie. Je suis entré dans le hall chaleureux. Il sentait les vieux livrer le tabac à pipe. C'était une odeur qui me réconfortait habituellement, mais ce soir j'étais trop agité pour être réconforté. Enlève ces chaussettes mouillées, dit-il. Il montra du doigt le banc près de la porte. Je vais te chercher une serviette. J'ai obéi. J'ai retiré mes chaussettes boueuses. Grand-père est revenu un instant plus tard avec une épaisse serviette et une paire de ses propres pantoufles en laine. Elles étaient énormes sur moi, mais elles étaient chaudes. Le bureau, dit-il. Nous sommes entrés dans un bureau. Il était tapissé du sol au plafond de livres de droit. Son immense bureau en acajou était au centre. Il a montré du doigt le fauteuil en cuir. Assieds-toi. Je me suis assise. Je tremblais toujours malgré la chaleur. Grand-père est allé au petit bar dans le coin. Il a versé une petite quantité de liquide ambré dans un verre. Du cognac, il me l'a tendu. Bois, dit-il. Ça arrêtera les tremblements. J'ai pris une gorgée. Ça m'a brûlé la gorge, mais la chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Grand-père s'est assis derrière son bureau. Il a croisé les mains devant lui. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Maintenant, dit-il, raconte-moi tout. Commence par le début. Nommez rien. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vérifié mon compte d'épargne mardi. J'ai commencé, j'allais mettre un acompte sur un appartement. J'avais économisé 35 000 $ en 7 ans. Grand-père hocha la tête. Une somme considérable. Tu as travaillé dur pour ça. C'est parti, dis-je. Le solde était de 42 $. Le visage de grand-père ne bougea pas. Erreur bancaire? Non, dis-je. Mon père est le dépositaire du compte. Il l'a retiré. Tout au cours des 3 derniers mois. Lui as-tu parlé? Oui, dis-je. Aujourd'hui, je suis allé à la maison. Je les ai confrontés. Papa a admis. Il a dit qu'il l'avait utilisé pour Noah, pour ses frais de scolarité, pour un nouvel ordinateur portable. La mâchoire de grand-père se serra. Un petit muscle sur sa joue tressaillit. Et quelle était sa justification? Il a dit ma voix se brisa et je dus m'arrêter pour la stabiliser. Il a dit que personne n'avait besoin d'opportunité. Il a dit que j'allais déjà bien. Il a dit que ma stabilité signifiait que je n'avais pas besoin d'aide. Grand-père ferma les yeux une seconde. Il laissa échapper un souffle lent et lourd par le nez. Pénaliser les responsables pour subventionner les irresponsables, murmura-t-il. Un échec classique de la logique. Il ouvrit les yeux. Est-ce le crime dont tu as parlé? Le vol par un dépositaire est passible d'une action civile, mais difficile si les conditions du compte étaient souples. Non, dis-je. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Ce n'était que le début. Je fouillai dans mon sac à main. J'en sortis le dossier cartonné.
Les bords étaient légèrement humides à cause de la pluie. Je le posai sur la surface immaculée de son bureau. Je suis retourné à la maison ce soir, dis-je. Je suis allé chercher mon acte de naissance parce que je ne leur faisais plus confiance pour mon identité. J'ai trouvé ça dans le tiroir des affaires administratives. Grand-père tendit la main et prit le dossier. Il l'ouvrit. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir et du froissement du papier alors que grand-père tournait les pages. Il lut la demande de prêt. Il lut la vérification de revenus. Il lut les conditions. Puis il atteignit la dernière page. Il fixa la signature. Il la fixa longtemps. « As-tu signé ça ?» demanda-t-il. Il ne leva pas les yeux. « Non, dis-je. »« As-tu autorisé cette demande ?»« Non. »« Étais-tu au courant de cette demande ?»« Je l'ai trouvée il y a 1 heure. » Grand-père leva les yeux. Ses yeux étaient froids. Pas sur moi. Sur la situation. C'était un regard de pure fureur glaciale. « C'est l'écriture de ta mère, déclara-t-il. Ce n'était pas une question. Il connaissait son écriture mieux que quiconque. Oui, murmurai-je. La date est hier. Elle est approuvée en attente de vérification finale. Oui. Grand-père ferma le dossier. Il posa les 2 mains à plat dessus comme s'il emprisonnait un insecte venimeux. C'est de la fraude, dit-il. Sa voix était dangereusement calme. C'est de la contrefaçon. C'est du vol d'identité. Et compte tenu du montant, c'est un crime grave. Il se leva. Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la pluie. Il avait l'air plus vieux, soudain fatigué. Mais quand il se retourna, la fatigue avait disparu, remplacée par une résolution d'acier. Ils sont ma famille, dit-il doucement. Ma fille, mon petit-fils, Métu et ma famille aussi, Avery. Il revint au bureau et s'assit lourdement. Une famille qui dévore ses petits n'est pas une famille, dit-il. C'est une meute de loups, et je n'aurai pas de loup dans ma lignée. Il tira un bloc-notes jaune vers lui. Il prit un stylo plume. Nous allons arrêter ça, dit-il. Ce soir, je ne sais pas quoi faire, avouai-je. Je ne veux pas aller voir la police. Je ne veux pas que maman aille en prison. Je veux récupérer ma vie. Je veux récupérer mon argent. Je veux être en sécurité. La prison est un dernier recours, dit grand-père en écrivant quelque chose. Mais la menace de la prison, c'est un outil puissant et nous allons l'utiliser. Il me regarda. Me fais-tu confiance ? Oui, dis-je, plus que quiconque. Alors écoute-moi. Nous allons les verrouiller. Il décrocha le téléphone sur son bureau. D'abord, nous appelons les bureaux de crédit. Nous gelons ton crédit immédiatement. Personne, pas même toi, ne pourra contracter un prêt pendant les prochaines 24 heures. Il me tendit le téléphone. Fais-le. J'ai les numéros ici. J'ai composé. J'ai traversé les systèmes automatisés. J'ai tout gelé. Experian, TransUnion, Equifax. Quand j'ai raccroché, grand-père écrivait toujours. Deuxièmement, dit-il, nous allons préparer un document, une reconnaissance de culpabilité et un plan de remboursement. Ils ne le signeront pas. Je dis, papa pense qu'il a droit à mon argent. Il pense qu'il me possède. Il pense qu'il te possède, corrigea grand-père. Il sait qu'il ne me possède pas et il sait que je connais personnellement le procureur de district. Je joue au golf avec lui le dimanche. Grand-père regarda de nouveau le dossier. Ton père aime l'argent, dit grand-père. Il aime le statut. Il aime son bateau. Il aime l'apparence du succès. Il craint de perdre ces choses plus qu'il ne t'aime. C'est une dure vérité, Avery. Mais nous devons y faire face. J'ai hoché la tête. Ça faisait mal, mais je savais que c'était vrai. Nous utiliserons cette peur, dit grand-père. Il regarda son calendrier. Vendredi prochain, dit-il, je les inviterai à dîner. Ici, un dîner, demandai-je en reculant. Je ne peux pas manger avec eux, grand-père. Je ne peux pas les regarder. Tu n'auras pas à manger, dit grand-père d'un ton sombre. Et ils n'auront pas d'appétit. Il se pencha en avant.
Je leur dirai que je modifie ma planification successorale. Je leur dirai qu'il y a une distribution à discuter. Ils viendront en courant. La cupidité les amènera directement à cette table. Et puis, dit grand-père, tapotant le dossier. Nous lâcherons la bombe. Il se leva et s'approcha de moi. Il posa sa lourde main sur mon épaule. Tu as passé toute ta vie à te faire petite pour qu'il y ait de la place pour eux, dit-il. Tu t'es affamé pour qu'ils puissent festoyer. Cela se termine ce soir. Il me serra l'épaule. Tu n'es plus la victime, Avery. Tu es la plaignante, et je suis ton avocat. Je levai les yeux vers lui. Pour la première fois depuis des jours, le poids écrasant sur ma poitrine s'allégea. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas la fille invisible qui pleurait dans le noir. J'avais un champion. Monte à l'étage dans la chambre d'amis, dit grand-père doucement. Dors. Tu as l'air épuisé. Je resterai debout et rédigerai les documents. Grand-père, demandai-je en me levant. Oui. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi m'aides-tu? Tu as toujours semblé aimer Noah plus aussi. Tout le monde le fait. Grand-père eut l'air choqué. Aimer Noah plus, Avery? Noah est un idiot. Il est charmant, oui, mais il est faible. Il n'a pas de colonne vertébrale parce que tes parents l'ont enlevé pour qu'il soit plus facile à câliner. Il me regarda droit dans les yeux. Je t'ai observé, dit-il. Je t'ai observé marcher jusqu'à l'école sous la neige. Je t'ai observé travailler ses doubles services. Je t'ai observé construire une vie à partir de rien sans aide, sans éloge, sans encouragement. Tu es la personne la plus forte de cette famille, Avery. Je ne t'ai pas aidé avant parce que je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Je pensais que tu te débrouillais bien. Il soupira. Je me suis trompé. Même les forts ont besoin de protection, et je suis désolé d'avoir attendu qu'ils te volent pour te la donner. J'ai hoché la tête, les larmes me piquant les yeux à nouveau. Va dormir, dit-il. Nous avons une guerre à gagner. Je suis monté à l'étage. Je me suis glissé dans le lit d'amis. J'ai tiré la lourde courte pointe jusqu'à mon menton. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur, j'étais en sécurité. Et pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre. Je me préparais à riposter. Vendredi arriva avec un ciel froid et gris. Cela correspondait au sentiment dans mon estomac. J'avais passé la semaine dans la chambre d'amis de grand-père, allant au travail, et rentrant directement. Je n'avais répondu à aucun SMS de ma mère. Elle en avait envoyé beaucoup. Où es-tu? Arrête d'être dramatique. Nous devons parler de ton attitude. Je les ai tous supprimés. Je ne parlais pas. J'attendais. Grand-père avait parfaitement préparé le terrain. Il avait dit à mes parents que le dîner était à 19h précise. Il leur avait dit que le sujet était la répartition de la succession et des actifs familiaux. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il tendait une carotte. Mes parents aimaient l'argent presque autant qu'ils aimaient Noah. L'idée que grand-père puisse distribuer des chèques d'héritage anticipés était suffisante pour leur faire oublier tout le reste. À 18h45, j'étais assise dans le salon. Je portais une simple robe noire. J'avais l'impression de m'habiller pour des funérailles. D'une certaine manière, c'était le cas. J'enterrais l'espoir d'avoir un jour une famille normale. Grand-père entra. Il avait l'air imposant. Il portait son meilleur costume anthracite et une cravate. Il tenait sa canne, bien qu'il se tînt droit sans elle. « Es-tu prête ?» demanda-t-il. « Je crois que oui, » dis-je. Mes mains étaient froides. « Souviens-toi, » dit-il. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu es la juge aujourd'hui. Ils sont les défendeurs. » À 19h exactement, la sonnette retentit. J'entendis leur voix dans le hall. Le rire tonitruant de mon père, faux et fort. Le bavardage aigu de ma mère. Les salutations marmonnées de Noah. Ils entrèrent dans le salon. Quand ils me virent, l'air quitta la pièce. « Avery » dit maman, son sourire vacillant. Elle serra son sac à main plus fort. « Tu es là. » Nous nous étions inquiets. « Inquiets ?» demandai-je. « Ou agacé que je ne réponde pas pour que vous puissiez me crier dessus ?»
Maintenant, intervint papa, lissant sa cravate. Ne commençons pas la soirée avec hostilité. Nous sommes ici pour un bon dîner avec Arthur. Il se tourna vers grand-père, rayonnant. Salut, Arthur. Tu as bonne mine. Asseyez-vous, dit grand-père. Il ne sourit pas. Il désigna la table de la salle à manger. La table était mise, mais pas pour le dîner. Il n'y avait pas d'assiette, pas de couvert, juste un pichet d'eau, 4 verres et un seul dossier cartonné posé en bout de table. Mes parents échangèrent un regard confus, mais s'assirent. Papa s'assit d'un côté, maman à côté de lui. Noah s'assit en face d'eux. Je m'assis à côté de Noah. Grand-père prit la place d'honneur. Où est la nourriture ? Demanda Noah, regardant autour de lui. Je meurs de faim. Il n'y a pas de nourriture ce soir, dit grand-père. Sa voix était calme mais lourde. Ce soir, c'est une réunion d'affaires. Papa se pencha en avant, les yeux brillants. Il pensait que c'était ça, la discussion d'argent. Affaires, dit papa. Excellent. Nous avons beaucoup réfléchi à l'avenir, Arthur. Le programme de maîtrise de Noah va changer la donne pour le nom de famille. Oui, ajouta maman avec empressement. Il réussit si bien. Nous sommes si fiers. J'en suis sûr, dit grand-père. Il posa sa main sur le dossier. Je vous ai appelé ici pour discuter des actifs. Plus précisément, je veux parler de la façon dont cette famille finance ses investissements. Papa hocha vigoureusement la tête. Les investissements sont la clé. Il faut dépenser de l'argent pour en faire, n'est-ce pas? En effet, dit grand-père. Avery, voudrais-tu ouvrir le dossier, s'il te plaît? Je tendis la main. Ma main était stable maintenant. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires que j'avais imprimés, soulignant le vol et la demande de prêt que j'avais volé dans le tiroir de la cuisine. Lis le premier élément surligné, Avery, commanda grand-père. Je pris la feuille. 12 août, lus-je à voix haute. Ma voix résonna clairement dans la pièce vide. Virement du compte d'épargne se terminant par $44,90. Montant, $5 000. Viré sur le compte courant joint. Mémo, acompte sur les frais de scolarité. Le sourire se figea sur le visage de mon père. Il ne disparut pas. Il se transforma juste en masque. 1er septembre, continuai-je. Virement du compte d'épargne se terminant par $44,90. Montant, $8 500 viré à l'université Bercé. Maman se tortilla sur sa chaise. Elle regarda papa. Papa fixait la table. 15 septembre, lus-je. Débit par carte de débit. Best Buy. Montant, $2200. Je posai le papier et regardai Noah. C'est ton ordinateur portable, Noah, dis-je. Celui avec la super carte graphique. Je l'ai payé. Noah me regarda, puis papa. Attends, papa. Tu as dit que tu avais eu un bonus. Tu as dit que l'entreprise avait payé ça. Papa s'éclaircit la gorge. C'est compliqué, Noah. Les finances sont compliquées. Ce n'est pas compliqué, intervint grand-père. C'est du vol. Arthur, s'il te plaît, dit papa, son visage virant au rouge. Vol est un mot fort. Je suis le dépositaire de ce compte. C'était de l'argent de famille. Nous avions besoin de liquidité. C'était l'argent d'Avery, claqua grand-père. De l'argent qu'elle a gagné, de l'argent qu'elle a économisé. Pendant que tu achetais un nouveau bateau, Robert, pendant que tu partais en vacances à Cabo. Nous avons tout payé pour elle en grandissant. Maman éclata. Nourriture, vêtements, abri. Nous sommes ses parents. Elle nous doit. Elle ne vous doit rien, rugit grand-père. Il claqua sa main sur la table, faisant sauter les verres d'eau. Vous avez choisi d'avoir des enfants. Vous êtes obligés de subvenir à leurs besoins. Ils ne sont pas obligés d'être votre tirelire. Grand-père ramassa le deuxième document, la demande de prêt. Mais le compte d'épargne, dit grand-père, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. C'était juste de la cupidité. Ça c'est un crime grave.
Il fit glisser la demande de prêt sur la table. Elle s'arrêta devant maman. Expliquez ça, dit grand-père. Maman baissa les yeux. Elle vit le papier. Elle vit la signature. Son visage devint gris. Elle bégaya. Nous allions le rembourser. Je jure que nous avions juste besoin d'un prêt relais. Vous avez falsifié sa signature, dit grand-père. Vous avez volé son identité. Vous avez fait une demande de $50 000 en son nom à son insu. Nous ne l'avons pas encore soumise, objecta papa. C'était juste de la paperasse. Elle était approuvée en attente de signature finale, dit grand-père. Et la signature est là. Linda l'a signée. Si Avery ne l'avait pas trouvée, vous l'auriez envoyée aujourd'hui. Nous avions besoin d'argent, dit papa, l'air désespéré maintenant. Les dépenses de Noah sont élevées. La maîtrise, le logement, ça s'accumule. Alors dis à Noah de trouver un travail, cria grand-père. Nous nous sommes tous figés. Grand-père ne criait jamais sur Noah. Grand-père tourna son regard vers Noah. Tu as 22 ans. Pourquoi laisses-tu ta sœur payer ton chemin? Pourquoi laisses-tu tes parents voler sur elle pour que tu puisses avoir un ordinateur sophistiqué? Noah avait l'air terrifié. Il se recroquevilla sur sa chaise. Je ne savais pas, grand-père. Je jure qu'ils m'ont dit qu'ils avaient ça couvert. Je ne savais pas que c'était l'argent d'Avery. Eh bien, maintenant tu sais, dit grand-père. Ton ordinateur portable, de l'argent volé. Tes frais de scolarité, de l'argent volé. Ton dépôt d'appartement, de l'argent volé. Noah me regarda. Il avait l'air malade. Est-ce vrai? Oui, dis-je doucement. Ils ont vidé mon compte. Il me reste $42. Noah enfouit sa tête dans ses mains. Ça se termine maintenant, dit grand-père. Il sortit un document agrafé du fond du dossier. C'est un accord de remboursement, dit grand-père. Je l'ai rédigé moi-même. Il stipule que vous, Robert et Linda Miller, reconnaissez une dette de $35 000 envers Avery Miller. $35 000? Papa balbutia. Nous ne pouvons pas payer ça tout de suite. Nous n'avons pas ce genre de liquidité. Alors vous le ferez, dit grand-père. Vous vendrez le bateau. Le bateau? Papa eut l'air d'avoir reçu une balle. Arthur, c'est ma fierté et ma joie. Je ne peux pas vendre le bateau. Alors vous irez en prison, dit grand-père calmement. La pièce devint silencieuse. Excusez-moi, murmura maman. Si vous ne signez pas cet accord, dit grand-père, je prendrai ce téléphone. J'appellerai le procureur. Je lui remettrai la demande de prêt falsifié et les relevés bancaires. Vous serez accusé de fraude, de vol d'identité et de larcin. Mes parents le fixèrent. Ils cherchèrent une faille dans son armure. Ils cherchèrent un signe qu'il bluffait. Il n'y en eut aucun. Grand-père était assis comme une statue de pierre de la justice. Vous ne feriez pas ça à votre famille, dit papa faiblement. Ce sont vous qui avez fait ça à la famille, rétorqua grand-père. Vous avez dévoré l'avenir de votre propre enfant. Je ne fais qu'équilibrer la balance. Il poussa le stylo sur la table. Signez-le. Vous paierez à Avery $2000 par mois jusqu'à ce que la dette soit effacée. Plus 5% d'intérêt. Intérêt, cria maman. C'est cruel. C'est des affaires, dit grand-père froidement. Signez ou j'appelle. Papa regarda le téléphone. Il regarda grand-père. Il me regarda. Ses yeux étaient pleins de haine. Pas de regret, de haine. Il me haïssait de l'avoir exposé. Il me haïssait d'avoir du pouvoir. Il prit le stylo. Il signa son nom fort, déchirant légèrement le papier. Il poussa le papier vers maman. Maman pleurait. Avery, s'il te plaît, arrête ça. Dis-lui d'arrêter. Mes parents étaient-ils? Je la regardais. Je me souvins de la fin. Je me souvins de la marche froide jusqu'à l'école. Je me souvins du compte en banque vide. Signe, maman, dis-je. Elle sanglota, mais elle signa. Grand-père reprit le papier. Il vérifia les signatures. Il hocha la tête. Encore une chose, dit grand-père.
Mon testament. Mes parents levèrent les yeux. Je le change demain, dit grand-père. Auparavant, la succession devait être divisée entre vous, Linda, et votre frère. Maintenant, votre part a disparu. Papa, cria maman. Tu ne peux pas. C'est fait, dit grand-père. Ma succession ira à Avery. Elle est la seule de cette famille qui connaît la valeur $1 et la valeur de la vérité. Tu nous coupes les vivres, demanda papa stupéfait. Pour elle? Je vous coupe les vivres parce que vous êtes des voleurs, dit grand-père, sortez de ma maison. Mais le dîner, demanda Noah faiblement. Il n'y a pas de dîner pour vous, dit grand-père, rentrez chez vous, vendez le bateau. Effectuez le premier paiement avant le 1er du mois où la police recevra le dossier. Mes parents se levèrent. Ils ne me regardèrent pas. Ils sortirent de la pièce, la tête baissée, vaincus et furieux. Noah resta un instant. Il me regarda. Avery, vas-y, Noah, dis-je. Va-t'en. Il hocha la tête et les suivit. Quand la porte d'entrée se ferma, la maison retomba dans le silence. Grand-père laissa échapper un long soupir. Il s'affaissa légèrement dans sa chaise. Il avait l'air fatigué. Tu vas bien, demandai-je. Il me regarda et sourit. C'était un sourire triste, mais il était réel. Je vais bien, dit-il. Je viens juste de jeter les ordures. Je tendis la main et pris la sienne. Merci, dis-je. Ne me remercie pas, dit-il. Promets-moi juste une chose. Promets-moi que tu ne laisseras plus jamais personne te traiter comme ça. Je le promets, dis-je. Et je le pensais. Les lendemains du dîner ne furent pas une explosion. Ce fut une longue combustion lente. Mes parents ne me parlaient plus. Leur silence était différent cette fois. Avant, leur silence était de la négligence. Ils m'ignoraient parce que je n'avais pas d'importance. Maintenant, leur silence était une punition. Ils essayaient de me glacer, espérant que je me sentirais coupable et que je reviendrais en rampant, suppliant le pardon. Je n'ai pas rampé. Je me suis tenu droite. J'ai déménagé de mon minuscule appartement. Avec l'aide de grand-père, j'ai trouvé une meilleure location, un appartement sécurisé d'une chambre dans un bel immeuble avec un portier. J'avais besoin de me sentir en sécurité. J'avais besoin de savoir que personne ne pouvait entrer avec une clé qu'il ne devrait pas avoir. Le 1er du mois, j'ai vérifié mon nouveau compte bancaire. Dépôt de $2000. Source, Robert Miller. L'argent était là. 2 jours plus tard, je suis passé devant la maison de mes parents. Je ne suis pas entré. J'ai juste roulé lentement. Là, dans l'allée, se trouvait le bateau, mais il y avait une pancarte orange et noire scotchée sur le pare-brise, à vendre. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie exactement. C'était de la satisfaction. C'était le sentiment que le monde se remettait enfin sur son axe. Ce bateau représentait chaque week-end que mon père passait à m'ignorer. Il représentait l'argent qu'il prétendait ne pas avoir pour mes broches ou mes voyages scolaires. Maintenant, il était vendu pour me rembourser. La justice était laide, mais elle était nécessaire. J'ai commencé à recevoir des SMS de la famille élargie. Mes tantes et mes oncles. Avery, ta mère est dévastée. Elle dit que tu as engagé un avocat et que tu les poursuis en justice. Est-ce vrai? Nous avons entendu dire que tu as fait vendre le bateau de ton père. C'est très vindicatif, Avery. Il tournait l'histoire. Bien sûr qu'il le faisait. Il racontait à tout le monde que j'étais la fille cupide, l'enfant ingrat qui attaquait ses pauvres parents vieillissants. Ils omettaient le vol. Ils omettaient la contrefaçon. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas essayé de me défendre. J'ai réalisé que quiconque les croyait sans me demander ma version ne valait pas mon temps. J'ai changé mon numéro de téléphone. Je n'ai donné le nouveau numéro qu'à grand-père et à mon patron. 2 semaines plus tard, je quittais le travail quand j'ai vu quelqu'un attendre près de l'entrée de mon immeuble de bureau. C'était Noah. Il portait son vieux sweat à capuche, tenant une tasse de café. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Je me suis arrêté. « Qu'est-ce que tu fais ici, Noah ?» « Je voulais parler, dit-il. »
J'ai essayé d'appeler, mais votre numéro est déconnecté. Je l'ai changé, dis-je. Pour éviter les drames. Pouvons-nous juste prendre un café, demanda-t-il. 5 minutes, s'il te plaît. Je l'ai regardé. Il n'était pas agressif. Il avait l'air abattu. 5 minutes, dis-je. Nous nous sommes assis sur un banc à proximité. Papa a vendu le bateau, dit Noah. Il est malheureux. Il reste juste dans la tanière et boit du scotch. Il a creusé sa propre tombe, dis-je. Je sais, dit rapidement Noah. Je ne le défends pas. Je voulais te dire que j'ai quitté le programme de maîtrise. Je le regardais avec surprise. Tu as quitté? Oui, dit-il, je ne peux pas me le permettre. Pas sans que papa paie. Et honnêtement, je ne voulais même pas le faire. Papa voulait que je le fasse. Il voulait pouvoir se vanter que son fils avait une maîtrise. Je voulais juste travailler dans le design graphique. Il prit une gorgée de son café. J'ai trouvé un travail. Il dit que c'était un poste de débutant. Ça paie de la merde, mais c'est le mien. Je paie mon propre loyer maintenant. J'ai déménagé dans un studio avec 3 colocataires. Il me regarda et ses yeux étaient humides. Je suis désolé, Avery. Je le suis vraiment. J'étais un parasite. Je les ai laissés me mettre sur un piédestal et je me suis tenu sur tes épaules pour y arriver. Je n'ai pas regardé en bas pour voir sur qui je marchais. C'était la première fois que Noah était honnête avec moi. La première fois qu'il n'était pas l'enfant prodige, mais juste un frère. Merci d'avoir dit ça, dis-je. Je te rembourserai aussi, dit-il. Pour l'ordinateur portable et l'argent des frais de scolarité qu'ils ont pris. Cela me prendra peut-être beaucoup de temps, mais je te rembourserai ma part. Tu n'as pas besoin de le faire, dis-je. Maman et papa sont légalement responsables. Je sais, dit Noah, mais je veux le faire pour ma propre conscience. Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe froissée. Tiens, dit-il. C'est $200. C'est tout ce qui me reste après le loyer de ce mois-ci, mais c'est un début. Je pris l'enveloppe. Elle me parut lourde. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce que cela signifiait. Noah se réveillait. D'accord, dis-je. J'accepte. Nous sommes restés là un instant en silence. Il vous déteste, vous savez, dit Noah doucement. Maman et papa, ils parlent de vous comme d'un monstre. Ils disent que vous avez détruit la famille. Je ne l'ai pas détruite, dis-je. J'ai juste arrêté de la soutenir. Noah hocha la tête. Je sais. J'ai essayé de leur dire ça. Ils n'écouteront pas. Ils vivent dans leur propre monde. Il se leva. Je ne serai pas comme eux, Avery. Je le promets. J'espère que non, dis-je. Il s'éloigna. Je le regardais partir. Il marchait différemment maintenant. Moins confiant, peut-être, mais plus réel. Il portait son propre poids pour la première fois. Les mois passèrent. Les chèques continuaient d'arriver. Grand-père prenait de mes nouvelles tous les dimanches. Nous dînions. De vrais dîners. Il m'enseignait l'investissement. Il m'aidait à planifier l'avenir. Tu construis une fondation, me dit-il, une maison bâtie sur le roc, pas sur le sable. J'ai entendu dire par le bouche à oreille que mes parents avaient dû refinancer leur maison. Ils avaient dû annuler leur abonnement au country club. Leur statut social, qu'ils valorisaient par-dessus tout, s'effritait. Ils étaient embarrassés. Ils ont arrêté d'aller aux fêtes parce qu'ils ne pouvaient plus se vanter. C'était une vengeance silencieuse. Je n'ai pas eu à crier. Je n'ai pas eu à crever des pneus. J'ai juste eu à exister, à réussir et à les tenir à l'accord. Leur punition était de vivre avec les conséquences de leurs propres actions. Et pour des gens comme eux qui avaient toujours pensé avoir droit à tout, devoir payer pour leurs erreurs était la pire torture imaginable. Je me sentis plus légère. La colère qui m'avait brûlé pendant des années se refroidissait en quelque chose de solide. Résolution. Je n'étais plus la victime. J'étais l'architecte de ma propre vie, et chaque brique que je posais était la mienne. 1 an s'était écoulé. C'était un mardi soir. Je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement.
Il était à moi. L'acte était à mon nom. L'acompte provenait de l'argent que mes parents m'avaient rendu, plus l'argent que j'avais économisé grâce à mon nouveau travail mieux rémunéré. Les lumières de la ville scintillaient en dessous de moi. C'était magnifique. Je tenais une tasse de thé dans mes mains. J'écoutais les bruits de la ville. Sirènes, circulation, musique lointaine. Je me sentais vivante à l'intérieur. Mon appartement était silencieux, mais c'était un bon silence. Quand j'étais enfant, le silence dans ma maison était effrayant. C'était le silence de marcher sur des œufs. C'était le silence de retenir son souffle, espérant que personne ne vous remarquerait, espérant que personne ne vous critiquerait. C'était un silence solitaire et froid. Ce silence était différent. Il était paisible. C'était le silence de la sécurité. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai regardé mon salon. J'avais acheté un canapé gris. J'avais acheté un tapis doux. J'avais une bibliothèque remplie de livres que je voulais réellement lire, pas de livres que j'avais achetés pour impressionner quelqu'un. J'ai marché jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Solde. 52 400 $. C'était sûr. Personne n'avait le mot de passe. Personne n'avait accès. J'ai pensé à la fille que j'étais autrefois. La fille qui mangeait la banane brune parce qu'elle ne méritait pas une crêpe fraîche. La fille qui marchait dans la neige. La fille qui voulait désespérément que son père la regarde et sourisse. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour elle. Elle avait tellement essayé. Elle les avait tellement aimés, mais je n'étais plus elle. J'avais réalisé quelque chose de profond au cours de la dernière année. Mes parents ne m'ont pas brisé. Ils pensaient pouvoir le faire. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Ils pensaient que j'étais une ressource à utiliser parce que j'étais docile. Mais ils avaient tort. La négligence ne m'a pas rendu faible. Elle m'a rendu autonome. Le silence ne m'a pas rendu invisible. Il m'a rendu observatrice. Le manque d'aide ne m'a pas fait échouer. Il m'a rendu ingénieuse. Il m'avait involontairement entraîné à survivre sans eux. J'ai pris mon téléphone. J'avais un SMS de Noah. Noah, salut, je viens d'envoyer 300 $ de plus. J'ai eu une augmentation au travail. J'ai souri. J'ai répondu. Fier de toi. Et je l'étais. Il devenait un homme décent. Nous ne serions probablement jamais meilleurs amis. L'histoire était trop compliquée. Mais nous étions des alliés. Nous étions des survivants du même naufrage. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 1 an. Grand-père m'a dit qu'ils étaient toujours amers. Ils se considéraient toujours comme des victimes. Ils racontaient à quiconque voulait les écouter que je les avais abandonnés dans leur vieillesse. Qu'ils parlent. Leurs mots ne pouvaient pas m'atteindre ici. J'ai marché jusqu'au miroir du couloir. Je me suis regardé. Mes yeux étaient clairs. Mes épaules étaient en arrière. Je n'avais plus l'air effrayé. Je m'étais pardonné. Je m'étais pardonné de les avoir laissés me traiter ainsi si longtemps. Je me suis pardonné d'avoir eu soif de leur amour. Ce n'était pas de ma faute. Chaque enfant veut être aimé. Mais j'ai aussi accepté que je ne l'obtiendrais jamais. Et c'était bien ainsi. J'avais l'amour de grand-père. J'avais le respect de Noah. Et surtout, j'avais mon propre soutien. J'étais entière. J'étais complète. Je n'avais pas besoin d'eux pour me compléter. Je suis retourné sur le balcon. J'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. La guerre était finie. J'avais gagné. Mais le prix n'était pas l'argent. Le prix était la liberté. J'étais libre de leurs attentes. J'étais libre de leurs drames. J'étais libre du poids d'être l'enfant inférieur. J'étais Avery Miller. Et j'étais suffisante.